Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale sécurité de l'espace numérique. En effet, une loi vient de passer pour mieux protéger les Français en ligne et lutter contre le cyberharcèlement, l'accès des enfants à la pornographie et les arnaques en ligne. Mais ces lois vont-elles suffire ? Sommes-nous prisonniers des grandes plateformes que sont Google, Amazon, Facebook et Apple? Et y a-t-il des alternatives de réseaux sociaux pour éviter ces dérives? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial sécurité de l'espace numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale sécurité numérique, j'ai le plaisir d'accueillir le député Renaissance, Paul Midi. Paul, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau. Et alors, comme toujours, votre actualité est très riche puisqu'en plus d'être un fervent défenseur de l'innovation, vous avez été le rapporteur général de la loi sécuriser et réguler l'espace numérique. Loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale il y a un peu plus d'une semaine. Je rappelle que ce projet vise à mieux protéger les Français en ligne en luttant notamment contre le cyberharcèlement, l'accès des enfants à la pornographie et les arnaques en ligne. C'est bien ça, j'ai tout dit ? C'est exactement ça. Vous savez, on passe aujourd'hui plus de temps dans l'espace numérique, donc sur Internet, que dans l'espace public. En moyenne, c'est 2 heures par jour pour les Français. Et si vous prenez les 15-24 ans, c'est même 4 heures par jour. Bon, mais Paul, on a un peu le sentiment quand même en France qu'on laisse se développer des monstres, notamment les réseaux sociaux. Et dès qu'ils deviennent trop gros, avec notamment malheureusement des suicides d'enfants ou du cyberharcèlement, là, on légifère. Pourquoi on n'a pas agi plus tôt ? Oui, vous savez, vous avez raison. C'est le Far West aujourd'hui. Ça fait maintenant 5 ou 10 ans que 80% des Français vivent quotidiennement dans les réseaux sociaux. Et c'est le Far West. Et donc, tout le monde a pris conscience que ce monde-là, on n'en voulait pas. Qu'est-ce que c'est très concrètement ? C'est plus de 50% de nos jeunes qui se sont fait déjà cyberharceler, harcelés sur les réseaux sociaux. Et ça mène à quoi ? Souvent au pire. C'est aujourd'hui dans notre pays, tous les 15 jours, un jeune qui se suicide suite à cyberharcèlement ou harcèlement scolaire. Donc vous prenez, je faisais le calcul, on a mis 2 mois à étudier cette loi à l'Assemblée nationale. En 2 mois, c'est 4 jeunes qui se suicident. Oui. C'est inacceptable. Maintenant, on a aussi 50% des arnaques qui sont en ligne. Sont 9 millions de Français qui perdent de l'argent chaque année dans ces arnaques. Vous avez peut-être reçu, on en parlera, des SMS pour payer des fausses amendes. Et puis vous avez mentionné la pornographie. C'est 80% de nos enfants qui ont été exposés à la pornographie, parfois très jeunes, à cause d'Internet. Et alors donc, justement, on va parler de la pornographie. On va commencer justement à l'accès à ces images. Concrètement, de quoi on parle ? On parle de quel type de consommation ? De quoi on parle ? Vous savez, c'est parfois des jeunes enfants, ça peut être 5-6 ans, voire plus jeunes, qui prennent la tablette de leurs parents, souvent leur papa, et puis qui cliquent un peu partout. Si vous avez des enfants, vous avez vu ça. Et puis parfois ils cliquent oui, mais je vais pas sur les sites. Donc voilà, mais il y a des parents qui le font. Vous savez que la pornographie c'est 1/3 de la bande passante d'Internet, donc la consommation elle est massive. Et donc parfois les enfants se retrouvent en cliquant sur une tablette exposés à la pornographie. Très violente, très brutale. Ça peut être aussi des jeunes adolescents qui vont eux-mêmes, avec une démarche un peu plus proactive, chercher de la pornographie et qui sont exposés d'une façon massive. Et donc, s'il n'est pas illégal pour un mineur de consommer de la pornographie, c'est illégal dans notre pays d'exposer les mineurs à la pornographie. Pourquoi ? Parce qu'on sait maintenant, et ça a été documenté par les scientifiques, qu'une exposition très très jeune peut créer des traumatismes. Et même pour un jeune adolescent qui serait trop exposé à la pornographie, ça génère des biais dans sa construction de sa vie sexuelle et aussi dans les rapports hommes-femmes. Et donc, il faut absolument protéger nos jeunes enfants contre la pornographie, parce que vous savez, c'est très simple. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous mettez le mot sexe sur Google, vous cliquez sur un site, on vous demande de cliquer juste pour vérifier que vous avez 18 ans. N'importe qui peut le faire, même quand vous avez 5 ans. Vous cliquez dessus et là, vous êtes exposé à des millions de contenus de pornographie. On sent que la colère vous anime et c'est complètement légitime. Alors Paul, j'ai envie de vous demander comment on peut prouver sa majorité, parce que c'est justement le principe de la loi que vous avez mis en place. Alors on va mettre en place, et c'est grâce à cette loi, un outil très simple, un peu comme votre application bancaire. Vous savez, quand vous devez valider un virement ou quand vous êtes en train de faire un paiement sur Internet avec votre carte bancaire, vous allez sur votre app et vous dites, vous validez ça. Eh bien, ça sera la même chose. Quand vous irez en tant que majeur sur un site pornographique,
pour vérifier votre majorité. Vous irez sur votre app où vous avez vérifié votre identité et en un clic, en 5 secondes, voilà, vous vérifierez le fait que vous êtes majeur et vous aurez accès au contenu pornographique. Mais si vous n'êtes pas majeur, vous ne pourrez pas avoir accès au contenu pornographique. Et ça, c'est à partir de quand? Ça sera dans les prochains mois. Il faut que, évidemment, tous les textes d'application de la loi se mettent en place, que les solutions techniques qui existent déjà soient mises à disposition du grand public. Et surtout, ce qui est important, c'est que les plateformes qui diffusent la pornographie, si elles ne mettent pas en place ces solutions-là, l'Arcom, c'est-à-dire le régulateur du numérique, pourra fermer ces plateformes et interdire leur accès en France. J'ai cru comprendre que c'était une amende de 250 000 €. Vous pensez que c'est dissuasif? Alors c'est 250 000 €, mais c'est aussi en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc pour des groupes comme les grandes plateformes de pornographie mondiales qui font des centaines de millions d'euros, voire plus de chiffre d'affaires chaque année, ça pourra chiffrer beaucoup plus fort. On a espoir que ça peut dissuader, vous allez aller jusqu'au bout. Oui, et puis surtout, plus que l'amende, ce qui va dissuader, c'est le fait d'être déréférencé ou d'être bloqué dans notre pays. Et donc, si un site ne se conforme pas à la législation, il ne sera plus accessible dans notre pays. Alors, Paul, venons-en à la haine en ligne également et au cyberharcèlement. Vous en parliez en introduction. Concrètement, qu'allez-vous tenter d'éviter justement avec cette loi? Eh bien, vous savez, le ministre de l'Éducation l'a dit, Gabriel Attal, à très juste titre. Sur le cyberharcèlement, sur le harcèlement en général, il faut que la peur change de camp. Il faut que les harceleurs aient peur. Et la peur, elle doit aller de ce côté-là. Donc, on met en place 2 nouvelles sanctions. La première, une sanction d'amende, parce qu'on veut des sanctions graduées. Ça peut pas être dans 95% des cas, il se passe rien. Parce que souvent, d'ailleurs, les harcelés ne portent pas plainte parce que ils ont souvent honte de la situation. Ouais. Et dans 5% des cas, quand vous êtes, par exemple, vous savez, la chanteuse Oshi ou le chanteur Edith Preto, vous avez un peu de temps, un peu d'argent, et les bons avocats, au bout de 3 ans, en justice, vous arrivez à faire condamner 10 personnes sur les millions qui vous ont cyberharcelé. Et donc, il faut des sanctions graduées que la police doit pouvoir mettre, et c'est ça le principe d'une amende. Et donc ça, on a mis ça en place par la loi, premier élément. Deuxième élément, c'est la peine de bannissement des réseaux sociaux. Comme dans la vie physique, quand un ex-mari, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, bat son ex-femme, le juge peut prendre une mesure de privation de liberté, d'éloignement physique. C'est-à-dire que le mari violent ne peut plus aller dans telle ville ou dans tel département pour une période donnée. Eh ben, ça doit être pareil sur les réseaux sociaux. Si vous avez été condamné pour cyberharcèlement, vous devez pouvoir être banni de Facebook, par exemple, si vous avez cyberharcelé sur Facebook, pendant 6 mois ou 12 mois en cas de récidive. Et donc ça fonctionne pour les jeunes également, les mineurs Alors, pas pour les mineurs, ça sera malheureusement que pour les majeurs. Parce que harcèlement est quand même entre mineurs. Exactement. Ça sera... Alors non, pardon, je vous dis une bêtise. Ça sera bien évidemment, ça marchera pour tout le monde. D'accord. Évidemment, et 6 mois pour les primo-délinquants et 12 mois pour ceux qui sont en récidive. D'accord. Alors, on se souvient, Paul, Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique, recevait Elon Musk en ce début d'année. Et justement, il y a eu un engagement qui, semble-t-il, a été pris pour limiter ce qu'on appelle les bulles de filtre. C'est-à-dire que plus vous allez cliquer sur chaton, plus vous allez voir des chatons, par exemple, dans votre fil Facebook ou votre fil publicitaire. Le problème, c'est que ça marche aussi avec des mots qui sont plus radicaux que cela, comme le mot suicide. Est-ce que les engagements ont été tenus? Parce que c'est dramatique, effectivement, ce qui peut arriver. À force d'habituer ses yeux à un type d'image, on trouve que ça devient naturel. Est-ce que il y a des suites? Oui, il y a des suites, et je vais vous dire, mais vous avez raison de mettre le doigt sur ce point-là, parce que ces bulles algorithmiques, c'est un enfermement. Alors, s'enfermer sur des images de petits chatons, c'est pas très grave. Mais quand vous commencez, par exemple, à cliquer sur du contenu complotiste, des contre-vérités, eh bien, au bout d'un moment, vous ne voyez plus que ça. Et vous êtes dans une bulle où vous n'avez que ce son de cloche et vous êtes enfermé dans un type d'information donnée. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir sortir de ces bulles. Et donc, grâce au règlement européen DSA qu'on met en place, grâce à la loi dont j'étais rapporteur général, eh bien, en fait, je fais très simple. On va obliger les plateformes à vous donner un bouton et le bouton sortir de ma bulle. Je clique sur ce bouton et au lieu d'avoir, vous savez, ce qu'on appelle un newsfeed, un fil d'information qui est basé uniquement sur mes préférences et donc ce sur quoi j'ai cliqué dans le passé, il va être basé sur d'autres critères que vos préférences personnelles. Et donc, ça vous permettra de sortir de votre bulle. De la même façon que dans le monde physique, quand on prend un bus pour emmener des jeunes, les sortir de leur quartier, les sortir de leur ville, pour qu'ils voient autre chose, qu'ils se confrontent
à d'autres gens à la différence. Eh bien, c'est la même chose. Ce bouton-là qui va être mis en place obligatoirement pour les plateformes, c'est comme le bus qui nous permet d'aller voir un petit peu plus loin que le bout de son nez et sortir de sa bulle algorithmique. Donc en fait, vous appliquez toutes les règles de la vraie vie à l'espace numérique. C'est exactement la prise de conscience le principe. qui s'amorce. Exactement. Tout ce qui marche bien dans la vie physique, il faut le mettre dans la vie numérique. Alors vous nous parliez aussi en introduction de ce filtre anti-arnaque. On a tous reçu ces messages de Amélie ou même une amende à payer. Et puis là, on se retrouve piégé à payer un autre dispositif. Là aussi, vous allez pouvoir nous protéger ? Oui, bien sûr, parce que ces arnaques, elles sont donc massives. C'est 9 millions de Français qui perdent de l'argent chaque année à cause de ces arnaques. C'est le SMS sur la fausse amende, sur la fausse prise de rendez-vous sur Amélie ou des choses comme ça. C'est très difficile de les éviter, honnêtement. Et donc, comment ça va marcher ? On met en place un filtre anti-arnaque. C'était une promesse du président de la République dans sa campagne de l'année dernière, de 2022. Ça va être que quand vous allez cliquer, par exemple, sur le SMS que vous pensez être un vrai SMS pour payer une vraie amende, vous allez cliquer sur le site, sur le lien du site qui vous emmène pour payer cette fausse amende. Et si c'est un site d'arnaque, vous aurez une mention, un panneau du gouvernement qui vous dit « Attention, ce site est reconnu comme une fraude ». Si vous voulez quand même y aller, vous pourrez y aller, mais ça permettra d'arrêter la majeure partie des Français qui pensaient aller payer une vraie amende et en fait qui s'apprêtaient à payer une amende auprès de personnes, de criminels et de délinquants qui lancent leur filet et qui réussissent à récupérer beaucoup d'argent avec ce type d'arnaque. Bon, néanmoins, on continue à être vigilant, on ne clique pas n'importe où. Bien sûr, le principe il faudra toujours être vigilant. Ce filtre, il ne pourra pas combattre 100% des arnaques, mais si on arrive à enlever 60 à 80% des arnaques, ça va être un beau succès. Alors pour conclure, et dans un autre domaine, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes aussi, vous représentez les jeunes entreprises et les startups, et il y a des bonnes nouvelles dans ce domaine que vous gérez, il n'y a pas que des sanctions et des amendes, et la mesure jeunes entreprises vient de passer, et c'est une belle victoire pour les entrepreneurs, on peut aussi en parler pendant... Oui, exactement, très très bonne nouvelle. C'était d'abord une promesse du président de la République dans sa campagne, il l'a annoncé à Vivatech en juin suite au rapport que j'avais donné au gouvernement. Et maintenant, c'est une mesure qui va voir le jour au 1er janvier 2024. Qu'est-ce qu'elle va permettre ? Elle va permettre à nos startups, nos PME innovantes d'aller lever un demi-milliard d'euros supplémentaires par an et de créer 30 à 50 000 emplois dans les prochaines années. Donc c'est pas une petite chose. Et cette mesure jeune entreprise, elle va permettre d'aider sur 4 dimensions, aider à embaucher, aider à lever des fonds, aider en trésorerie et aider en accès à la commande publique. Voilà, donc c'est des milliers de jeunes entreprises qui vont entrer dans ce nouveau dispositif avec un focus très particulier sur nos startups deep tech et industrielles sur lesquelles on met beaucoup plus d'efforts. Merci beaucoup Paul Midi. Restez avec nous, beaucoup. Dans quelques instants on vous fera découvrir un réseau social où vos données sont protégées et les gens sont respectueux entre eux. Oui, on peut le dire comme ça. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, dans le numérique pour tous, spécial sécurité de l'espace numérique, j'ai le plaisir de recevoir un homme à l'origine d'un réseau social collaboratif. Une solution made in France, hébergée également en France et qui se donne pour mission de développer une technologie de confiance pour un web souverain et sécurisé. Ça s'appelle Waller, W-H-A-2-L-E-R, si vous avez envie d'y aller. Alors Thomas, on est ravis de vous recevoir et vous êtes donc le créateur de cette plateforme et donc vous proposez une vision alternative à ce que proposent les GAFA. C'est possible ça de lutter contre ces géants du numérique ? Non seulement c'est possible, mais c'est une nécessité absolue. On vient d'entendre le député Paul Midi nous expliquer cette régulation qui est enfin mise en œuvre au niveau de l'Europe, bien sûr, au niveau de la France, avec des mesures complémentaires sur la cyber, on pourra en reparler. Et enfin, on s'attaque à ce problème. Mais pourquoi est-ce qu'on s'attaque à ce problème ? On s'attaque à ça parce que ceux qui créent les plateformes numériques aujourd'hui, qu'utilisent nos concitoyens, dans la grande majorité, malheureusement, ce ne sont pas des plateformes ni françaises ni européennes, ce sont des plateformes américaines pour la plupart, chinoises maintenant.
Et si on ne les combat pas quelque part, elles vont coloniser notre cerveau complètement, notre espace attentionnel également complètement. C'est déjà ce qu'elles tentent de faire, c'est déjà ce qu'elles parviennent à faire. Et moi, je pense que non seulement ce combat, il est nécessaire, mais il est aussi un bon combat pour essayer de créer des choses qui ne sont pas tout à fait des copies de ces plateformes américaines. Mais tous ces problèmes qu'évoquait Paul Midi, justement, le cyberharcèlement, la haine en ligne, etc., ce sont ces plateformes qui l'ont généré. Est-ce qu'elles en sont à l'origine? Ou alors, comme le disait Paul, effectivement, on est sur un Far West, aussi bien de la vie physique transposée à la vie numérique? Bien sûr qu'elles en sont l'origine première. À savoir les causes de ces problématiques, évidemment, elles sont multiples, ces causes, mais principalement, il faut pas être naïf. Ces plateformes, celles dont on parle, que tout le monde connaît, elles sont toutes construites sur l'idée d'un modèle économique le plus, je dirais, qui rapporte le plus d'argent possible. On l'avait vu ça très rapidement avec l'avènement de Google et de Facebook, où les modèles économiques étaient la publicité. Les premiers annonceurs, enfin les premières plateformes de publicité dans le monde sont Google et Facebook. Et donc, il ne faut pas chercher midi à 14h, si j'ose dire. Et c'était pas un jeu de mots. Parle-moi à nouveau. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Ces gens-là veulent faire de l'argent. Et ce qu'il y a derrière l'argent, il y a évidemment, au fur et à mesure des années qui passent, le pouvoir. C'est-à-dire qu'elles ont désormais ces GAFA, auxquels je rajouterai un M, le M de Microsoft, et puis toutes les plateformes qu'on connaît, que sont Netflix, TikTok, etc. Toutes ces plateformes, au fur et à mesure de ces 10 années ou 15 années qui ont précédé, sont devenues des puissances quasiment aussi puissantes que les États eux-mêmes, au point que même aux États-Unis se pose la question de leur démantèlement, en tout cas de leur régulation aussi en interne. Et on n'a pas le sentiment justement que les lois européennes qui ont été édictées, en fait, elles légitiment l'action de ces plateformes quelque part. Elles leur donnent un cadre pour leur permettre d'agir. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas la création de nouvelles plateformes, à part des choses comme des initiatives que celles dont vous êtes à l'origine. Mais en fait, on légitime leur activité. Non, on légifère, on ne légitime pas. Moi, je pense que la loi s'impose. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'un champ d'action n'est pas couvert par la loi, et pourtant, je dirais, le quotidien de nos concitoyens, il est clair que la loi doit évoluer, se créer et donner un cadre. C'est absolument normal. Maintenant, il faut faire bien attention à une chose. Cette régulation, on en parle énormément. Elle a l'apparence, effectivement, d'une réplique européenne, vis-à-vis de ces grandes plateformes européennes, mais je pense qu'il ne faut pas nous tromper. Elle n'est absolument pas la solution pour que l'Europe redevienne une puissance technologique. Elle n'est pas la solution. Elle est simplement un garde-fou vis-à-vis des technologies qui nous sont imposées par le mondialisme quelque part, ou l'aspect global des technologies et d'Internet en particulier. Il ne faut pas oublier pour moi le principal vecteur de sursaut technologique qui devrait arriver, et nous l'espérons, à moins de nous contenter de rester des colonies numériques, il doit passer par les entrepreneurs, par les entreprises, et aussi par une certaine forme de courage politique qui a tant manqué dans les décennies précédentes et qui, à mon sens, manque encore un petit peu aujourd'hui. Mais alors concrètement, on a des Américains qui lancent des plateformes, les GAFA, on a l'Asie qui lance aussi des plateformes, et nous en Europe on régule. Vous dites, on a la possibilité de lancer notre propre plateforme en Europe, ou qu'est-ce qui manque? Des moyens, des compétences? C'est vrai, vous avez raison. Souvent, on emploie ce truc-là, cette expression qui est de dire, voilà, tous les autres se battent. Et effectivement, l'Europe, elle, dans sa sagesse millénaire, regarde de loin, régule, et est extrêmement douée pour créer des textes, pour discuter. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que la technologie ira toujours plus vite que la loi. Toujours. C'est une course entre cet ancien monde que nous connaissons, qui est basé sur la loi depuis les premiers rois de France, si vous voulez. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque, Thomas, concrètement, en Europe pour monter une plateforme? C'est la capacité, non pas d'innovation,
c'est la capacité d'avoir et de recréer une vision politique. Et j'insiste là-dessus souvent. Parfois on me dit mais tu es chef d'entreprise dans la technologie, ça n'est pas à toi de parler politique, etc. Au contraire, je pense que la matière technologique est une matière éminemment politique au sens où ce dont nous parlons, c'est du quotidien de nos concitoyens. C'est comment nos sociétés s'organisent, qu'est-ce qu'on permet. On a parlé cyberharcèlement, on a parlé pornographie. L'état actuel des choses pourrait faire pleurer. En réalité, quand on dit 80% des gamins de 12 ans ont déjà vu des films pornographiques, mais au-delà de dire des études montrent qu'effectivement ça abîme probablement leur rapport hommes-femmes, leur éducation à la sexualité, mais au-delà de ça, est-ce qu'on a envie de ça pour nos gamins ? C'est assez évident comme je. Très Moi, bien, je pense concrètement. Alors, ça veut dire quoi ? Qu'au niveau de l'Europe, il faut se doter et donner moyens de créer sa propre plateforme. Je répète ce que j'ai dit. C'est pas au niveau de l'Europe d'abord. C'est au niveau de chacun de nos dirigeants politiques, en particulier les chefs d'État. Nous devons recouvrer une vision politique forte de souveraineté. C'est comme ça qu'on appelle les choses, c'est-à-dire une vision qui nous amène à la liberté. Quand je dis une vision, je pense que c'est ce qui nous manque, parce qu'il ne nous manque pas les entrepreneurs, il ne nous manque pas les cerveaux, il ne nous manque pas les sciences, ni même les capacités à faire. Il nous manque l'idée peut-être toute petite, mais qui est si grande, qui est de penser que nous sommes encore capables de faire. Nous, Français, nous, Européens, nous sommes encore capables de créer des technologies à la hauteur de ce qu'ont fait les GAFA, puis plus tard, et ce que font maintenant les Chinois en particulier. Nous en sommes capables. Nombre de personnels politiques auxquels je parle n'en sont pas persuadés. Combien de fois j'entends l'idée selon laquelle les Américains feront mieux. Il vaut mieux choisir des solutions Microsoft. Alors, on a l'homme politique en face de nous. Vous parlez de vision politique. Paul Midy, c'est une vision qui vous anime. Vous gérez à la fois les entrepreneurs, justement, et les décrets qui permettent de cadrer un petit peu les actions. Cette vision, elle manque comme moi, je pense que la vision qu'on porte avec le président de la République, elle est claire. On est la seule force politique, malheureusement, dans notre pays, qui portons le projet européen. Et je pense un peu comme vous le dites, que pour se battre face aux géants américains et face aux géants chinois, c'est pas uniquement en français qu'on va réussir, c'est en européen. Et donc, il faut qu'on continue à développer l'Union européenne beaucoup plus fortement. Il y a un morcellement réglementaire dans l'Union européenne qui est compliqué pour nos entrepreneurs, parce que quand vous lancez une boîte en France, après il faut la lancer en Allemagne, et puis ensuite en Italie, c'est pas les mêmes règles. Donc le plus possible, on va faire des règlements qui sont au niveau européen. Le mieux ce sera pour développer des champions européens, et c'est pour ça que le DSA et le DMA dont on a parlé sont au niveau européen et régulent le numérique. Il y a le morcellement réglementaire, et puis il y a l'ambition politique. Et moi, je pense qu'il faut qu'on rende notre Europe beaucoup plus politique, la lier beaucoup plus avec la volonté des citoyens. Et il faut qu'il y ait une volonté politique forte au niveau européen pour construire ces champions européens. Alors, cette vision, elle se construit, elle est poussée par le président de la République, mais on sera beaucoup plus fort le jour où elle sera portée par l'ensemble des pays européens et qu'elle nous permettra d'avoir une Europe puissance au service de nos concitoyens et puis au service de l'innovation. Il n'y a aucune raison, qui fait que on a tous autour de cette table un téléphone qui n'est ni construit ni designé en Europe. Mais là, on est dans une volonté déclarative. Est-ce que selon vous, les générations futures vont voir enfin une Europe alignée, vous qui travaillez avec les entrepreneurs, pour avoir une approche globale de l'IA, de la cybersécurité? Oui, je suis très optimiste parce que vous regardez l'écosystème de start-up français. Il y a 10 ans, le premier réflexe d'une start-up qui marchait bien en France, c'était d'aller conquérir le marché américain. Maintenant, le premier réflexe, c'est d'aller conquérir le marché européen. Parce qu'il existe enfin un début de marché européen avec des règles européennes. Et il y a une conscience et une citoyenneté européenne. Et donc, en 10 ans, ça a changé. Et donc, si on regarde dans les 10 prochaines années, ça va encore changer dans le bon sens, mais il faut qu'on accélère. Paul, Thomas Fauré, pour conclure, évoquer effectivement la vitesse de l'innovation qui est beaucoup plus rapide que celle de la législation. Selon vous, et pour conclure, on peut gagner une guerre économique et sociale à coup d'actes législatifs? Non. Ça, c'est sûr qu'on gagne pas. On peut se protéger nos concitoyens. Mais si on veut gagner la guerre de l'innovation,
qu'il y ait une guerre économique, une guerre sociale, elle se fait en innovant. Et en mettant les financements qu'il faut sur l'innovation. C'est ça le nerf de la guerre, c'est avoir les bons financements, les mettre sur l'innovation, faire confiance à nos entrepreneurs, et c'est comme ça qu'on est leader technologique au monde. Et c'est pour ça que vous menez ce double combat avec les entrepreneurs et avec les citoyens au quotidien. Exactement. Pour les protéger. Merci à Paul Midi, je rappelle que vous êtes député Renaissance, et Thomas Fauré, créateur de la plateforme Waler, WHA2LER. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.